3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi matin? Moi, a priori, c'est la grande forme, parce que si tout va bien, là, mon avion est en train de se poser à Los Angeles. Bon, écoutez, j'espère que tout va bien se passer, mais au final, peu importe, parce que aujourd'hui, je vais vous parler de mon live de lundi soir, qu'on va résumer aujourd'hui en mode Crystal Ball. Ouais, je ne sais pas si vous étiez là, mais moi j'ai trouvé ça trop cool, parce que tous ensemble, on a décidé qui seraient les remplaçants pour le All-Star Game. On a pris chaque conférence, on a pris des guards, des frontcourts et des wildcards selon les règles de la NBA pour essayer de prévoir tout ça avant les grosses annonces des coachs de jeudi soir. Donc maintenant, faut que je vous montre ça, on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Quels seront les remplaçants pour le All-Star Game NBA de Cleveland en 2022? Alors aujourd'hui, on va choisir ensemble tous les remplaçants du All-Star Game, bien sûr, en suivant le règlement de la NBA, parce que là, on connaît les 5 joueurs de chaque conférence qui participeront au All-Star Game, tous les starters, sauf qu'une équipe de All-Star, c'est pas 5 joueurs, mais 12 joueurs. Donc là, pour compléter tout ce qui a déjà été donné, tout ce qui est déjà connu, il va falloir qu'on choisisse 7 gars de l'Est et 7 gars de l'Ouest. Surtout qu'en plus de ça, il va falloir suivre des règles qui sont assez strictes. Pour chaque conférence, sur le banc, il va nous falloir 2 guards, 3 frontcourts et 2 wildcards, c'est-à-dire 2 joueurs bonus un petit peu, pour lesquels on s'en fout complètement des postes. Là, en vrai, ce sera les coachs NBA qui vont choisir, on aura leur réponse jeudi, mais moi je trouve ça super fun en fait que ce soit nous qui faisions nos sélections virtuelles un petit peu. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour chaque conférence, j'ai choisi 16 joueurs. Ce sera pas forcément les mêmes que ceux des autres, mais j'ai quand même essayé de mettre les noms qui me parlaient le plus, qui me semblaient les plus cohérents. Forcément, comme je disais, peut-être que vous n'auriez pas pris cela, mais entre nous, je serais très étonné qu'à la fin, à moins qu'il y ait vraiment des hécatombes de blessures, et en ce moment, vu toutes les blessures qu'il y a, ça pourrait arriver, mais quand même, je serais très étonné que les All-Stars choisis par les coachs ne soient pas tous dans les listes que je vous propose aujourd'hui, même si évidemment ces listes sont discutables. Donc, mais en tout cas, ceux que j'ai pas mis, c'est que selon moi, ils ont quand même que très peu de chances d'être All-Star. Par exemple, j'ai décidé de pas parler d'Anthony Davis, parce que pour moi, il a quand même manqué beaucoup trop de matchs, il en a manqué 21 sur 50, ça commence à faire pas mal, mais à ce rythme-là, en fait, au vu de toutes les blessures qu'il y a, c'est peut-être la plus grosse erreur que j'ai faite, faudra voir, mais faudra peut-être aller le chercher s'il continue à avoir des grosses blessures. Mais bon, en vrai, pour moi, comme je disais, il a manqué trop de matchs, et je suis pas vraiment non plus convaincu par le bilan des Lakers à l'heure actuelle. Donc voilà, comme je disais, j'ai pris 32 joueurs que je vais vous présenter, donc ça en fait 16 par conférence, je les ai répartis selon les postes que leur a attribué la NBA. Autant pour certains, je trouvais qu'il y avait débat, mais pour ces 32-là, il n'y a pas trop de débat entre guards et frontcourts. Je vais vous présenter chacun d'eux, ce sera fait assez rapidement, assez brièvement, hein, on va pas aller en profondeur aujourd'hui, et à chaque fois, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez voter pour dire si selon vous, ce joueur va être All-Star parmi les remplaçants ou pas du tout. Il faudra prendre les performances individuelles, bien évidemment, mais aussi les bilans collectifs. Et parce que ouais, quand on élit les remplaçants, pour moi c'est presque encore plus important les bilans collectifs que quand on élit les starters. Et c'est là en fait que ça va être cool, parce que tous vos votes, en fin de live, il y a les modérateurs qui vont noter le bilan à chaque fois, le pourcentage de oui, le pourcentage de non, et ça va me permettre de fabriquer vos équipes pour la conférence Est et pour la conférence Ouest. Il faut fabriquer vos 7 remplaçants pour chaque conférence, en fonction des votes et en fonction des postes, guards, frontcourts et wildcards. Et donc vu que régulièrement vous avez un jugement que je trouve très juste quand on passe par les sondages, même si à chaque fois j'ai quelques désaccords avec vous, et ça m'étonnerait qu'on n'en ait pas non plus aujourd'hui, j'ai trop hâte. Du coup, on ne perd pas plus de temps, on s'y met. Donc comme vous le voyez, on va commencer par présenter les guards que je vous ai sélectionnés pour la conférence Est. Ici, vous avez LaMelo Ball, Bradley Beal, Jaylen Brown, Darius Garland, James Harden, Tyler Herro, Jrue Holiday, Zach LaVine, Kyle Lowry et Fred VanVleet. Je les ai classés par ordre alphabétique, hein, pour éviter que vous pensiez que j'ai mis les meilleurs au début et les moins bons à la fin. Donc là, vraiment, il n'y a pas de préférence, et c'est dans cet ordre-là que je vais vous les présenter. Le premier que je vous présente, c'est LaMelo Ball, qui joue aux Hornets, et je vais donner le bilan à chaque fois, parce que pour moi, vraiment, le bilan est important. Donc les Hornets qui sont avec un bilan de 28 victoires pour 23 défaites, là au moment où je fais ce live. LaMelo Ball, grosso modo, il tourne à 19 points, 7 passes et 7 rebonds et 8 passes. Et donc ouais, je vais pas en faire des tonnes parce que ça fait beaucoup de live quand même, où j'ai déjà parlé de LaMelo Ball, j'en ai parlé dans le live sur les sophomores, j'en ai parlé dans le live sur les meneurs. Donc maintenant on parle de lui comme d'un potentiel All-Star. C'est juste que son niveau est insane, notamment en attaque. Le gars lit le jeu comme peu le font, il est hyper polyvalent, il fait le spectacle, il joue dans une équipe qui gagne pas mal de matchs comme je l'ai dit. Il est clairement celui par qui
tout passe avant tout chez les Hornets, il fait des passes, il fait des pénétrations, il envoie des flotteurs, il fait à peu près tout, et il est même de plus en plus adroit à 3 points, et ça me plaît bien. Il a déjà réalisé 4 triples-doubles cette saison, donc en fait il a déjà égalisé le record all-time des Hornets sur une saison qui était détenue par Anthony Mason. À ce rythme-là, il va l'exploser ce record, et le gamin n'a que 20 ans. Donc je sais pas encore s'il sera All-Star, au vu de la concurrence qu'il y a chez les guards à l'Est, mais dans la liste là, si je devais choisir tout plein de guards à l'Est, il était obvious, car le niveau All-Star, même s'il le saura peut-être pas, pour moi il l'a. Le deuxième que je vous présente, c'est Bradley Beal, qui joue aux Wizards, donc 23 victoires pour 26 défaites, et Bradley Beal, lui, grosso modo, il tourne à 24 points, 5 passes, et un peu plus de 6 passes, enfin, 23 points, 5 rebonds, et un peu plus de 6 passes décisives. Lui, l'an dernier, à ce moment-là de la saison, tout le monde le voulait All-Star. En même temps, c'était le meilleur scoreur de la ligue au moment du All-Star Game, et donc il a fini titulaire, alors que les Wizards ne gagnaient que très peu. Et aujourd'hui, la situation est quand même différente, parce que Washington a fait un bon début de saison, malgré une maladresse incroyable de Bradley Beal, et même si ça semble un petit peu mieux maintenant son adresse, l'équipe depuis s'est totalement écroulée. Après, il y a eu beaucoup d'absences aussi, mais ça n'excuse pas tout. La hype autour de Beal n'est plus du tout la même qu'il y a un an, et en même temps, il score quasiment 9 points de moins par match, donc forcément aussi que ça compte dans la hype et le buzz qui est autour de lui. Maintenant, il reste un joueur sérieux, hein, qui tourne à pas loin de 24 points par match, et qui en plus n'a jamais fait autant de passes de sa vie, mais il est clairement moins un All-Star lock que l'an dernier, je pense. D'autant plus que là, dans la journée, on vient d'apprendre qu'il s'était blessé au poignet, qu'il allait au moins manquer les 2 prochains matchs. A priori, c'est pas trop grave et il sera là pour le All-Star Game, mais à mon avis, il y a quand même de vraies interrogations quant à sa place pour le All-Star Game. Le suivant dont je vous parle, c'est Jaylen Brown, qui joue aux Celtics, qui aujourd'hui ont 26 victoires pour 25 défaites, donc un tout petit peu plus de 50% de victoires pour eux, et Brown qui tourne à 24 points, 7 rebonds et 3 passes. L'an dernier, Brown a disputé son premier All-Star Game en carrière, et individuellement, il fait à peu près les mêmes stats cette saison que la saison passée. Le niveau All-Star, il l'a, hein, je pense, même s'il a manqué une quinzaine de matchs, je pense qu'il peut tout de même rentrer dans la discussion malgré son absence. Le souci, c'est que cette saison, on parle moins de Jaylen Brown, parce qu'il fait moins le buzz aussi, il y a moins de hype autour de lui, ça s'est vu dans le vote des fans, et ça, je pense que c'est dû au fait que les Celtics soient assez décevants. Après, j'ai quand même l'impression qu'il y a du mieux dans le jeu de Boston depuis quelques semaines, et je trouve aussi que Brown joue toujours très juste, même si, entre ses absences et ses moments un peu plus aléatoires de début de saison, c'est difficile de tirer des grosses conclusions là-dessus. Maintenant, le problème, c'est que comme vous le voyez, il y a du monde, il y a de la concurrence chez les arrières à l'Est, alors à voir si ça va suffire pour être All-Star, au moins parmi les remplaçants. Le prochain, c'est Darius Garland des Cavaliers, les Cavaliers qui ont 30 victoires et 20 défaites, donc ils font une bonne saison. Garland, en gros, il tourne à 20 points, 3 rebonds et 8 passes, et lui, j'ai clairement envie d'en parler. À tout juste 22 ans, il a jamais encore été All-Star, mais cette saison, ça me semble vraiment important de le mettre dans la discussion. Les Cavs, c'est l'une des sensations de la NBA cette saison, en tout cas, c'est la sensation de la conférence Est, et celui qui les porte, par qui passe le jeu, c'est bien Darius Garland. Alors, ok, on parle beaucoup de leurs 3 grands, et c'est vrai qu'ils sont bons, mais jamais ils n'auraient ce niveau sans un meneur qui sache les trouver dans les bons timings, dans les bons spots, et c'est exactement, je trouve, ce que fait Garland en tournant à plus de 8 passes par match. En plus de ça, c'est un joueur qui est agressif vers le cercle, qui est adroit de loin, ça lui permet de tourner à quasiment 20 points par match. En fait, il est une star cette saison, c'est un joueur primordial dans une équipe qui gagne et qu'il faut prendre très au sérieux. En plus de ça, il a pris une nouvelle dimension avec les blessures de Rubio et Sexton, c'est tout à son honneur. Il a été élu joueur de la semaine au mois de janvier, et rien que ça, pour moi, de toute façon, sans dire qu'il va être All-Star, ça lui permet au moins d'être dans le débat. La suite avec James Harden des Brooklyn Nets. Les Nets qui sont à 29 victoires, 20 défaites pour l'instant, et un Harden qui tourne à 23 points, 8 rebonds et 10 passes. Bon, lui, a priori, rien qu'avec son nom, ça suffit de toute façon pour le mettre au moins dans la discussion parmi les remplaçants. C'est un ancien MVP qui tourne encore presque à un triple-double, c'est parlant quand même. Surtout dans une équipe qui performe comme Brooklyn, même si c'est un petit peu moins le cas, hein, depuis la blessure de KD. Les Nets, ça reste quand même une grosse écurie de la conférence Est. Alors ok, Harden, c'est pas le même franchise player qu'il était, l'espèce de machine à points qu'il était aux Rockets. Aujourd'hui, on voit un barbu qui est davantage dans un rôle de playmaker, et, il faut le dire, les nouvelles règles ont fait qu'il a un peu plus de mal avec son adresse et sur son scoring, même si en vrai, il va un peu plus sur la ligne des lancers francs que la saison passée. Mais là, le truc, c'est que vu que les défenses montent un peu plus sur lui, c'est vrai qu'il a plus de mal à scorer en masse comme il est capable de le faire. En plus, il peine à rester en bonne santé, hein. Il a fait un début de saison où il avait du mal à se remettre de sa blessure à la cuisse, ça n'aide pas. N'empêche que bon, mine de rien, il tourne à 10 passes par match, il se bat avec Chris Paul pour le trophée de meilleur passeur de la saison, il est devenu le joueur sur qui repose le plus de responsabilités chez les Nets, là, sans KD et avec un Kyrie qui est là un match sur 2, et franchement, il n'y a rien à dire en fait. Quand il est sur le terrain, globalement, il assure, donc je pense que c'est normal
de parler sérieusement de James Harden parmi les subs potentiels de la conférence Est parmi les guards. Le suivant dont on parle, c'est Tyler Herro du Miami Heat. Miami qui a un bilan de 32-18 pour l'instant. Herro, en gros, il tourne à 20 points, 5 rebonds et 4 passes. Alors ouais, je me permets de mettre un 6e homme dans ce débat, sauf que 6e homme ou non, Tyler Herro, c'est le 2e meilleur scoreur du Miami Heat derrière Jimmy Butler. C'est lui qui met le feu à Miami, celui qui est capable d'allumer la mèche, et avec tous les matchs qu'ont manqué les joueurs importants à Miami, aussi avec les régularités de Duncan Robinson dont il faut parler, il fallait un gars sur lequel l'équipe puisse compter et qui apporte un vent de fraîcheur, qui soit pas un vétéran, parce qu'il y en a énormément dans cette équipe. Et après une saison qui a été un peu plus compliquée pour lui l'an passé, je trouve que Herro a vraiment step up dans ce rôle de dynamiteur en sortie de banc. En plus de ça, il participe un minimum à la création et au rebond en plus, donc c'est fort. Tourner à plus de 20 points, 4 rebonds et 4 passes à quasi 40% de loin, je trouve que ça envoie du bois quand même, surtout en sortie de banc et de manière si régulière. Le Heat est actuellement premier à l'Est, on a un Adebayo qui a manqué beaucoup de matchs. Ce serait pas déconnant en fait d'imaginer Miami avec plusieurs All-Stars, surtout qui n'ont pas eu de titulaire malgré leur statut de seed one de la conférence Est, et à mon avis, Herro peut être dans le débat, même si la concurrence évidemment, encore une fois je le répète, sera élevée parmi les guards. La suite avec Jrue Holiday des Bucks qui sont actuellement à 31 victoires, 21 défaites, et un Jrue qui tourne à 18 points, 5 rebonds et 6 passes et demi. Donc voici son cas. Là, Jrue Holiday, lui c'est pareil, j'en ai beaucoup parlé dans mes lives dernièrement, que ce soit le live sur les underrated players ou que ce soit le live sur les meneurs. Et c'est vrai que le gars c'est devenu un pion essentiel chez les Bucks. Cette saison, même s'il a connu un petit coup de mou là dernièrement, depuis son entrée dans le protocole Covid, je trouve encore plus précieux peut-être que Middleton derrière Giannis Antetokounmpo. Et pourtant, qu'est-ce que je donne de valeur au niveau de Middleton, croyez pas que je le disrespecte. Mais en fait, ce que j'apprécie vraiment avec Holiday, c'est qu'il fait toutes les petites choses des deux côtés du terrain, il joue juste, il a l'air tellement facile et il est régulièrement une assurance tout risque, que ce soit en défense bien sûr, mais aussi dans le playmaking. Pendant son absence, les Bucks ils ont perdu 4 matchs sur 6, alors qu'il y avait Giannis et Middleton, je trouve ça parlant, et quand je vois qu'il n'a pas été All-Star depuis 2013 avec les Sixers, je me dis que c'est un peu une hérésie pour un joueur qui présente un tel niveau. Alors après, c'est vrai que c'est pas un joueur hyper flashy, ça l'aide pas pour faire un All-Star Game, mais quand même, il sait pratiquer un basket de la win, et est-ce qu'au final ce serait pas le plus important ça? Donc on verra si cette année c'est la bonne pour Jrue, et quoi qu'il en soit, c'était important de le mettre au moins dans la discussion. Le suivant dont on parle, Zach LaVine des Chicago Bulls, des Bulls qui sont actuellement à 31 victoires pour 18 défaites, et un LaVine qui tourne à 25 points, 5 rebonds et 4 passes. Alors Zach, beaucoup le voyait en tant que titulaire, et je capte. La NBA a choisi Trae Young, et je capte aussi. Enfin, la NBA et les fans ont choisi Trae Young. Mais en même temps, le choix était déchirant, en fait. Tout dépend à quel niveau on place le curseur pour les titulaires, entre les perfs individuels, la hype, et les perfs collectives. Et LaVine, quand même, mine de rien, je trouve qu'il a les deux. Dans une équipe des Bulls qui gagne beaucoup cette saison, l'arrière, c'est un énorme scoreur, qui est toujours complet aussi dans les autres compartiments du jeu, et surtout, en fait, qui est hyper propre, avec des pourcentages qui sont pas loin d'être exceptionnels. Le mec, il met 25 points par match, il est proche du 50-40-90 club. C'est lourd. Donc c'est vrai qu'on donne beaucoup de crédit à DeRozan pour le début de saison des Bulls, et c'est normal, vu comment il est clutch et vu comment c'est lui qui les a transformés. N'empêche que LaVine, ça reste toujours un énorme joueur. En fait, si on regarde leurs stats, elles sont quasi similaires entre LaVine et DeRozan, leur impact aussi, alors attention à ne pas penser qu'à DeRozan et à disrespecter Zach LaVine. Surtout que pour la première fois de sa carrière, je trouve qu'il est un pion essentiel dans une équipe qui a des ambitions. Alors là-dessus, je bégaye pas, le niveau All-Star, il a, mais évidemment, parmi les guards, le nombre de places est limité, et tous ceux qui ont le niveau ne seront pas forcément récompensés. Le suivant, Kyle Lowry du Miami Heat, donc 32 victoires, 18 défaites, lui il tourne à 13 points et demi, 4,5 rebonds et surtout 8,3 passes. Alors lui, je pense qu'en fait, on n'en parle pas assez. Comme je disais, ce serait pas déconnant d'avoir plusieurs All-Stars de Miami, vu qu'ils sont premiers à l'Est, et Kyle Lowry, en arrivant au Heat, il a tout de suite apporté beaucoup de choses. Entre sa sérénité, son expérience de vétéran, son leadership, ça fait beaucoup. Il est toujours celui qui provoque le plus de passages en force dans toute la ligue, c'est un joueur archi malin, qui sait comment jouer avec ses qualités, qui peut clairement entraîner tout le monde dans son sillage, et je trouve qu'il endosse parfaitement le rôle du mec qui a adopté la culture du Miami Heat, cette espèce de guerrier qui sacrifiera son corps et qui donnera tout pour la win, quitte à s'effacer même et à fuir complètement les projecteurs pour mettre en valeur les autres. Pourtant, son apport, faut en parler. En termes de playmaking, par exemple, il est essentiel, on tournera plus de 8 passes par match, il est dans le top 6 des meilleurs passeurs de la ligue. Alors c'est vrai qu'on l'oublie souvent dans la discussion, et je sais pas du tout s'il passera le cut. À mon avis, ça va être chaud. Mais le niveau All-Star, il l'a dans ses veines au moins, et ça, il faut le dire. Et si Miami performe cette saison, malgré toutes les absences qu'il y a eu au Heat, c'est aussi en grande partie grâce à lui, parce qu'il est, je trouve, un peu le lion de cette équipe. Donc espérons que son absence actuelle, là, qui dure un petit peu pour des raisons personnelles et familiales, ne s'éternise pas trop, mais je voulais au moins faire un big up à Kyle Lowry et à son gros début de saison.
Le dernier dont on parle parmi les guards, c'est Fred VanVleet, qui est chez les Raptors, qui sont actuellement à 24 victoires pour 23 défaites, et un VanVleet qui est à 22 points, 5 rebonds et 7 passes en gros. Donc cette saison, Toronto surprend, et dans le bon sens. L'équipe se bat, elle est résiliente, et elle s'affiche bien dans la course pour les playoffs, et pour ça, faut définitivement remercier Fred VanVleet, qui, à mon avis, encore plus que Siakam, s'affiche comme le leader de cette escouade canadienne. C'est un joueur adroit, qui est compétiteur, qui est combatif, qui incarne complètement l'esprit de l'équipe de Nick Nurse aussi, mais c'est pas non plus qu'un hargneux sans talent, parce que quand on tourne à 21 points, 5 rebonds, 7 passes, c'est quand même balèze. Dans une équipe de playoff, ce sont des chiffres de All-Star, ou pas loin, et son impact, en plus de ça, je trouve, dépasse les stats purs et durs. À 28 ans, il se régale à réaliser des winning plays des deux côtés du terrain, c'est un joueur très clutch, qui est attachant, qui est culotté, mais surtout qui est essentiel dans la bonne saison des Raptors, donc ça me semblait vraiment important de le faire rentrer dans la discussion parmi les guards de l'Est. Alors, je vais vous parler des frontcourts de la conférence Est, et avant d'en parler, avant de vous faire la liste, il faut que vous regardiez quelque chose, c'est que j'ai mis Jimmy Butler au-dessus, en plus gros, et tout en haut, et j'ai besoin de vous parler de lui avant de parler des frontcourts, parce que là, il faut savoir que Kevin Durant est actuellement officiellement out pour le All-Star Game. Donc il fallait un remplaçant, et là, j'ai choisi de façon arbitraire, j'ai décidé de le sélectionner moi-même. Il y a un ou deux autres gars qui auraient pu rentrer dans le débat et prétendre à ce spot, mais j'ai pas trop hésité, j'ai décidé de récompenser Jimmy. Donc ça, c'est mon choix perso, vous serez avec, on va pas en parler parmi les remplaçants, parce que pour moi, il est titulaire. C'est un mec qui est à Miami, je le répète, ils sont à 32 victoires pour 18 défaites. Premier à l'Est, lui, il est à 21,5 points, 6 rebonds et 6 passes. Donc aujourd'hui, ils n'ont encore personne de certain pour le All-Star Game, c'est quelque chose qui me plaît pas, vu comment ils réussissent de façon collective. Donc ouais, j'ai décidé de mettre Jimmy Butler titulaire à la place de KD. Vous avez le droit de m'en vouloir, mais là-dessus, c'est un choix que j'assume, même s'il a manqué quelques matchs, il reste le leader, l'âme de cette équipe du 8, un joueur talentueux, qui est complet, qui est partageur aussi, qui coche toutes les cases statistiques, qui est efficace, très efficace même des deux côtés du terrain, que ce soit pour scorer, défendre ou impliquer les autres, je le trouve très bon. C'est juste le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'Est. Son comportement, là, je le trouve vraiment exemplaire sur et en dehors du terrain depuis qu'il est à Miami, et notamment cette saison, avec tous les absents qu'il y a eu. Donc voilà, c'est comme ça, en l'absence de KD, je trouve que c'est Jimmy Butler qui mérite le plus. C'est donc entre les autres frontcourts que vous allez choisir. Et donc les autres frontcourts dont je vais vous parler, ça va être Jarrett Allen, Chris Middleton, Domantas Sabonis, Pascal Siakam, Jason Tatum et Miles Bridges. Allez, le premier dont on va parler, c'est Jarrett Allen de Cleveland, 30 victoires, 20 défaites, et lui tourne à 16 points, 11 rebonds et 2 passes. Comme on le disait avec Garland, les Cavs assurent vraiment cette saison, et dans la peinture, je trouve qu'on parle peut-être pas assez de Jarrett Allen. Le mec, il tourne avec un gros double-double, il défend fort, il a lockdown un paquet de bons pivots dans la ligue cette saison, et ça me plaît beaucoup. C'est une des grosses raisons, je pense, pour lesquelles les Cavs sont top 3 dans le defensive rating en NBA. C'est un rim runner qui est très efficace, et c'est le partenaire préféré de Darius Garland sur les pick and roll. Lui aussi, il a été élu joueur de la semaine en début de saison, c'était en semaine 2, je crois, 2 ou 3, et ça c'est pas rien, les Cavs méritent, je pense, d'avoir au moins All-Star, pourquoi pas 2, ça récompenserait leur super saison, et je me dis que Jarrett Allen, ça peut être l'un des All-Stars des Cavs en tout cas. Le prochain, c'est Chris Middleton des Bucks, 31 victoires, 21 défaites, et lui, il tourne à 20 points, 6 rebonds, 5 passes, grosso modo. Bon, forcément, lui aussi, il faut en parler, même s'il a été un petit peu plus irrégulier cette saison que les saisons précédentes, notamment au niveau de l'adresse, je trouve, le gars est toujours là. Les Bucks, ce n'est pas que Giannis, et depuis des années, Middleton s'affiche en vrai lieutenant. C'est lui qui soutient le freak en faisant tout plein de choses. Son scoring, la plupart du temps, est quand même toujours très juste, il sait très bien s'effacer pour le grec quand il faut, et prendre les rênes aussi quand il faut, notamment dans les moments clutch. Alors ok, je le répète, c'est peut-être pas la meilleure saison de sa vie, peut-être que là c'était même plus Jrue Holiday l'option 2 des Bucks, mais bon, peu importe, même s'il a mis longtemps à monter en puissance, il est en train de le faire, je trouve qu'il a bien trouvé son rythme de croisière là depuis quelques semaines. En janvier, là il a vraiment retrouvé son adresse, il tourne à plus de 23 points par match depuis le début du mois, puis il sort de 2 sélections All-Star les 2 années précédentes, donc lui comme les Bucks sont toujours présents, et comme d'hab, comme tous les ans, comme beaucoup des joueurs des Bucks à part Giannis, je trouve que son travail n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur, donc c'était important pour moi de parler Chris Middleton pour son vrai apport des deux côtés du terrain dans une équipe importante, et une équipe qui gagne. Maintenant, Domantas Sabonis aux Pacers, qui ont un pauvre bilan malheureusement les Pacers, 18 victoires, 33 défaites, mais quand même un Sabonis qui tourne à 19 points, 12 rebonds et 5 passes, quand même des grosses statistiques. Donc ok, Indiana, c'est assez catastrophique cette saison, et je m'attendais vraiment pas à ça, notamment avec la venue de Rick Carlisle. Donc forcément, on peut pas
totalement dédouaner Domantas Sabonis de ce manque de résultats collectifs. Mais mine de rien, lui aussi, plus la saison avançait, plus il montait en puissance. Ça suffit pas pour faire gagner les Pacers, c'est sûr, mais en termes de production individuelle, ce qu'il montre est très très lourd. Le mec au poste de pivot, il fait tout, il score, il prend des rebonds, il fait beaucoup de passes aussi. Alors en défense, je ne l'ai jamais trouvé monstrueux, mais c'est quand même correct. Puis voilà, il a fait un énorme retour là, après les 4 matchs qu'il a manqué suite à une blessure à la cheville. Il a été très bon, donc j'avoue que les Pacers ne méritent pas forcément un All-Star, mais Domantas, lui, je me dis, au niveau de son individuel, d'autant plus au vu de la faible concurrence chez les frontcourts par rapport à la concurrence qu'il y avait chez les guards, il pourrait potentiellement passer le cut, et je pensais, quoi qu'il arrive, que c'était important de le mentionner aujourd'hui. Un autre joueur de Toronto, Pascal Siakam, 24 victoires, 23 défaites, et lui, il tourne à 21 points, 8 rebonds et 5 passes. En fait, c'est pas mal. Bon, j'ai beaucoup saucé Fred VanVleet tout à l'heure, et j'ai même dit que Siakam n'était plus le go-to-guy des Raptors. Tout ça, je le pense, hein, mais attention, ça veut pas dire que le Camerounais n'est pas bon. J'aime justement en fait qu'il crée moins que l'an passé, parce qu'il était peut-être trop responsabilisé, j'aime bien qu'il porte un peu moins la balle, parce que là je le retrouve peu à peu dans son rôle qu'il avait en 2019, dans lequel il a jamais autant brillé, où il profite à fond de ses cuts et de ses qualités athlétiques pour aller marquer des points. Donc il shoot peut-être un peu moins à 3 points, mais moi je trouve que c'est pas plus mal, parce que désormais il joue davantage sur ses forces, et je trouve qu'il assure davantage. Puis depuis un gros mois, lui aussi, hein, comme beaucoup dont on parle aujourd'hui, je trouve qu'il monte vraiment en puissance. Il a manqué le début de saison sur blessure, et il lui a fallu un peu de temps pour retrouver le rythme, mais maintenant c'est bon, plus ça va, et plus ses stats gonflent. Et comme par hasard, plus ses stats gonflent, plus les Raptors gagnent, et mieux ils jouent. Donc tout ça c'est quand même important à noter. Honnêtement, j'attendais pas les Raptors si haut cette saison, et s'il faut évidemment donner beaucoup de crédit à Fred VanVleet pour ça, il faut aussi en donner à Pascal Siakam. Je trouve qu'il nous fait une belle rédemption là, après une saison 2020-2021 qui a été plus que compliquée, donc attention à ne pas oublier Pascal Siakam, qui me semble important d'aborder dans ce débat des remplaçants du All-Star. On enchaîne avec Jason Tatum des Celtics, 26 victoires pour 25 défaites, et lui qui tourne à 26 points, 8 rebonds et 4 passes. Donc lui, ouais, pour les frontcourts de l'Est, évidemment qu'on va parler de Jason Tatum. Le mec, même si Boston déçoit, ça reste un as, un crack. Au niveau du scoring, il est tellement gifté, il peut sortir des perfs à 50 points sans réfléchir, c'est dingue là, avec sa pointe à 51 points là, la semaine dernière, j'ai vu une stat qui m'a fait halluciner. Ça y est, il a déjà plus de matchs à 50 pions en carrière que Larry Bird. C'est dingue quand même hein, de se dire qu'il a déjà fait ça, même si c'est vrai que c'est pas du tout la même époque, et que c'est peut-être différent, en tout cas, de scorer des points aujourd'hui. Mais c'est quand même dingue. Après, c'est vrai que Tatum, on peut lui reprocher plein de choses, de trop jouer en ISO, de ne pas se comporter assez en leader, de ne pas réussir à jouer assez bien avec Jalen Brown, tout ça c'est vrai, mais je trouve quand même que plus la saison avance, plus il y a de mieux de ce côté-là, donc il faut aussi le préciser. C'est pas une coïncidence hein, si les Six ont gagné 8 de leurs 12 derniers matchs, mais que ce soit vrai ou faux, de toute façon, qui joue bien avec Brown ou qui joue mal avec Brown, qui joue trop en ISO ou qui joue pas assez en ISO, tout ça je me dis, on s'en fout plus ou moins, Tatum reste un génie du basket, et parler de lui potentiellement pour le All-Star Game, c'est juste complètement logique. Et on finit avec Miles Bridges, parce que j'ai un petit peu bugué dans mon ordre alphabétique pour les frontcourts de la conférence Est, donc qui joue à Charlotte, 28 victoires, 23 défaites, lui il tourne à 20 points, 7 rebonds et 3 passes et demi. Donc c'est vrai que quand on pense Charlotte Hornets, on pense avant tout à la Melo Ball. Mais celui qui vient juste après la Melo Ball, on va pas le cacher, c'est Miles Bridges. Et vu qu'il y a peut-être un peu moins de concurrence, et même c'est sûr qu'il y a un peu moins de concurrence chez les frontcourts que chez les guards, faut vraiment parler de Miles Bridges. Charlotte aussi fait une très bonne saison, et ce serait pas volé s'il y avait un All-Star à Charlotte. Alors je sais pas si la Melo fera le cut, mais si la Melo fait pas le cut, pourquoi ne pas penser à Miles Bridges? Il est clairement en course pour le MIP cette saison, le joueur qui a le plus progressé, donc il a sa place au moins dans la discussion. C'est un joueur très sérieux désormais, c'est le meilleur scoreur des Hornets, qui a fait 7 perfs à 30 points et plus depuis le début de la saison là, et puis même une pointe à 38 face aux Knicks dernièrement. Tout ça c'est balèze, je trouve qu'il pond des stats super intéressantes en vrai, avec plus de 7 rebonds pour accompagner tout ça. Borrego lui met de plus en plus la balle entre les mains, et il assure, il y arrive bien à assumer ses responsabilités. En plus de ça, même si ça va pas être un critère pour les votes des coachs, il faut le préciser, c'est quand même un dunker énorme, c'est la cible préférée des alley-oops de la Melo Ball, donc pas sûr qu'il passe le cut, hein, mais je trouve vraiment que c'est légitime de parler de lui dans ce débat. Il est l'heure de parler des guards de la conférence Ouest, donc là je vais vous proposer de choisir entre Devin Booker, Luka Doncic, Anthony Edwards, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Dejounte Murray, Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander. Donc voilà, au minimum il faudra 2 guards, au maximum avec les wildcards ça peut pousser jusqu'à 4. Donc comme vous le voyez, ça va faire de la vraie concurrence encore et du vrai débat. Le premier dont on parle, c'est Devin Booker aux Suns, avec un énorme bilan de 40 victoires pour 9 défaites. Phoenix, cette saison pour l'instant, c'est la seule équipe qui a
perdu moins de 10 matchs. Et Booker, quand même, qui fait des grosses stats à 25 points, 5,5 rebonds et 4,5 passes. Tout à l'heure, je me plaignais que Miami n'avait pas de starter alors qu'ils étaient premiers à l'Est. Et ben pour les Suns, c'est encore pire. Eux, ils ont carrément le meilleur bilan de la ligue, depuis un petit moment même maintenant, et ils n'ont pas eu un titulaire après les votes des fans, des médias et des joueurs. Donc c'est compliqué après, parce qu'à Phoenix, les deux meilleurs joueurs, c'est des guards, donc c'est Chris Paul et Devin Booker, hein, et c'est pas facile de passer devant des gars comme Ja Morant et Stephen Curry qui ont été titulaires, mais maintenant je pense qu'il va être temps de corriger ça, en mettant un, voire deux, voire même trois joueurs des Suns, qui sait, parmi les remplaçants. Et Booker fait clairement partie de ces 1, 2 ou 3 qui peuvent passer le cut, à mon sens. C'est le meilleur scoreur des Suns, c'est un joueur qui est toujours excellent, et quand t'es le meilleur scoreur de la meilleure équipe de la ligue, t'as quand même déjà de beaux arguments. Il a déjà été élu 2 fois meilleur joueur de la semaine à l'Ouest, et sur les 8 derniers matchs, là, il a un niveau qui est carrément insane, parce qu'il tourne à plus de 30 points par match. Il a fait une pointe à 48 aussi, il y a pas longtemps, il en a fait une autre à 43, là, il est un petit peu sur un nuage, et au niveau du scoring, ce qui montre, c'est violent, mais pas que au niveau du scoring, même si c'est plus lui le ball handler numéro 1 à Phoenix depuis l'arrivée de Chris Paul, ça reste quand même un très bon créateur, que ce soit pour lui ou pour les autres, et avec le temps, je trouve que Booker, c'est vraiment devenu un basketteur mature, un basketteur juste, un basketteur complet, et mettre son nom parmi les candidats, pour le banc, pour les remplaçants, c'est juste une évidence selon moi. Maintenant on parle de Luka Doncic à Dallas, 29 victoires pour 22 défaites, 25 points pour lui, 9 rebonds et 9 passes quasiment, et c'est sûr que si Booker c'était une évidence d'en parler, une autre évidence c'est bien évidemment Magic Luka. Lui aussi a souffert de l'énorme concurrence chez les guards, donc il a pas pu être titulaire. Il a également souffert d'un début de saison un peu K1K, si je peux dire. Il a été blessé à la cheville, il était pas en super forme physique aussi au moment du training camp et à la reprise, et je trouvais qu'on ne retrouvait pas vraiment le Doncic des années d'avant. Même s'il restait très bon, hein, j'en attendais plus. Mais ça, à mon avis, c'est fini. Depuis son retour de blessure il y a environ un mois, il est juste sur une autre planète, il enchaîne les triples-doubles, il sort des perfs incroyables, il met des shoots complètement lunaires, et il porte les Mavericks sur son dos de main de maître. Ce qui me plaît aussi, c'est que pendant son absence, qui a duré une dizaine de matchs, il y a d'autres joueurs des Mavs qui sont montés en puissance, là je pense à Jalen Brunson ou Kristaps Porzingis par exemple, et quand Luka est revenu au top, les Mavs sont devenus très bons, avec une équipe qui impliquait beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, ils sont 5e à l'Ouest, c'est une équipe qui est très en forme, ils sont même en train de grignoter leur retard sur Utah, parce que Utah est en difficulté avec les blessures, alors attention à Dallas, parce que vu comment ils tournent dernièrement, et vu le niveau de Doncic, ça pourrait être leur année, ils pourraient peut-être même passer un tour, même si on n'en est pas encore là. Donc impossible évidemment de ne pas parler du Slovène parmi les subs potentiels pour ce All-Star Game. Le suivant, chez les guards, Anthony Edwards, des Minnesota Timberwolves, des Wolves qui affichent un bilan de 25 victoires, 25 défaites pour l'instant, donc 50%, et un Edwards qui tourne à 23 points, 5 rebonds et un peu moins de 4 passes. Lui, c'est un petit peu, alors non, j'exagère, mais un peu mon candidat surprise, même si les Wolves, performent autant cette saison, c'est aussi en grande partie grâce au Ant-Man, je pense. Le sophomore, je trouve que c'est bien ce qu'il a apporté à Minnesota, c'est-à-dire du cœur, de la passion et du talent même à cette équipe, à tel point que je me demande s'il serait pas en train, peu à peu, de prendre la place de Karl Anthony Towns en tant que franchise player, ou en tant que leader. Non, en tant que leader, ça reste Towns quand même, parce qu'il est un peu jeune, mais au moins la place de go-to guy. Bon, après, bien sûr, il fait encore des erreurs par manque de maturité, mais c'est un sophomore en même temps. Par contre, sa jeunesse et son culot, c'est aussi ça qu'on aime, et c'est sorti dans les médias, moi, perso, il faut les prendre au second degré, il faut les prendre avec des pincettes, mais je les trouve géniales, et ça apporte un vrai vent frais à une équipe de Minnesota qui en avait besoin. Donc celui qui se surnomme lui-même le Black Jesus, moi je le trouve impressionnant, il est surpuissant sur son jeu en drive, il devient également de plus en plus fort à longue distance, offensivement quand il est chaud, il a vraiment un côté inarrêtable, et aujourd'hui, on a une équipe de Minnesota qui est devenue un candidat très sérieux pour les playoffs, un Anthony Edwards qui a des capacités au dunk qui font de plus en plus de lui un candidat parfait pour le match des étoiles si on parle de spectacle, c'est un des joueurs tout simplement les plus athlétiques au monde, donc pour ça, je me dis oui, il faut considérer Anthony Edwards, le Ant-Man, au moins dans la discussion, parmi les guards, pour les remplaçants de ce All-Star Game. Le suivant, c'est Damian Lillard, 21 victoires, 29 défaites et des moyennes de 24 points, 4 rebonds et un peu plus de 7 passes. Alors ok, la saison de Dame déçoit énormément de monde, la saison des Blazers aussi, et en plus, actuellement, il est blessé et ça pourrait durer et encore durer. Il a été opéré des abdos et il sera sûrement pas de retour pour l'All-Star Game. Il y en a même qui commencent à dire qu'il sera même pas de retour d'ici la fin de la saison, d'autant plus si les Blazers tankent, ils ont aucun intérêt à le faire revenir, Damian Lillard. Donc bon, à mon avis, faut pas compter sur lui pour le All-Star Game, mais bon, j'en parle quand même, parce qu'il pourrait mine de rien obtenir une espèce de sélection honorifique avant d'être remplacé, sait-on jamais, pour le palmarès. Vous pouvez les lire pour le All-Star Game, même s'il sera pas disponible. Mais même ça, en fait, malgré le gros nom de Damian Lillard, et malgré le gros niveau qu'il peut atteindre, c'est pas sûr, car mine de
de rien, son nombre de matchs manqués et le classement des Blazers, ça va pas du tout dans son sens. Ses pourcentages au tir non plus. Après, ça reste un sacré meneur, un sacré scoreur, un très bon playmaker. Mais malgré un sursaut positif peu de temps avant sa blessure, le Lillard de cette saison, c'est pas tout à fait le même que celui qu'on connaissait dans les saisons précédentes. Après, peu importe, il reste bien entendu l'un des meilleurs meneurs de la ligue, au moins du point de vue de son niveau intrinsèque. Par contre, voilà, au vu du monde qu'il y a sur les guards dans la conférence Ouest, ça va peut-être être dur pour lui, même pour une sélection honorifique. La suite avec Donovan Mitchell de Utah, 30 victoires, 21 défaites pour lui, des moyennes de 25,5 points, 4 rebonds et 5,2 passes. Alors lui aussi, je vais peut-être être un peu sévère, mais c'est peut-être aussi parce que j'avais des grosses attentes sur lui, parce que pour moi, l'année dernière, vu que Utah était premier de la conférence Ouest, et vu que c'était quand même le leader pour moi de Utah Jazz, il pouvait presque être candidat MVP, même s'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur à mon sens, et ben je le trouve un poil décevant cette saison. Et lui aussi, actuellement, il est absent sur blessure. Mais rien ne dit, par contre, qu'il sera pas revenu d'ici le All-Star Game. Puis bon, mine de rien, ça va. Même si Utah ne réalise pas une aussi bonne saison que l'an dernier, le mec fait quand même son taf, il fait quand même ses stats, et même si selon moi, il abuse un petit peu trop du panier du shoot à 3 points en ISO, je trouve qu'il shoot quand même pas mal à 3 points avec des pourcentages pourtant qui restent assez corrects, hein, sans être exceptionnels, je trouve qu'il en abuse un petit peu. Et Spida, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si là je suis un petit peu critique avec lui, ça reste un super joueur. Il y a que 8 joueurs dans la ligue qui sont au-dessus des 25-4-4, Mitchell en fait partie, donc déjà ça a du poids, surtout dans une équipe qui est 4ème à l'ouest. De plus, c'est un joueur qui est très attachant, un mec qui se bat, un mec qui à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il semble avoir des choses à prouver, tout ça c'est plaisant, cette espèce de sentiment de revanche qu'il a à prendre, donc forcément, évidemment, il est dans la discussion pour une place parmi les subs, mais encore une fois, il faut voir en fonction de la concurrence s'il peut être dans les 2 ou 4 guards qui seront sélectionnés pour le All-Star Game dans les remplaçants de la conférence Ouest. Le prochain candidat, c'est Dejounte Murray des Spurs, avec un bilan de 19 victoires pour 32 défaites, donc pas forcément ouf. Par contre, ses stats individuelles, je trouve qu'il faut les mettre en valeur parce qu'il a un peu plus de 19 points, 8,4 rebonds, pardon, et 9,1 passes. Donc franchement, des stats qui sont assez énormes. Donc là, encore une fois, ouais, on parle d'un joueur qui est issu d'une équipe qui ne performe pas trop. Les Spurs n'ont pas un bon bilan. Mais attention, parce que finalement, cette équipe de San Antonio, je la trouve finalement plus haute que ce à quoi je m'attendais en début de saison. C'est une équipe qui est très jeune, qui est en reconstruction, et mine de rien, elle est encore en course pour attraper potentiellement un spot pour le Play-in Tournament, notamment avec des Blazers qui risquent de couler si Lillard ne revient pas. Donc pour ça, évidemment, il faut remercier et il faut féliciter Dejounte Murray. Le mec est juste en train de faire sa meilleure saison en carrière, il a des stats démentes, qui sont proches du triple-double de moyenne, des pourcentages très propres, et surtout une vraie justesse dans son jeu, que je trouve quand même assez appréciable. En défense, on le savait, hein, c'est l'un des meilleurs intercepteurs de la ligue, mais aussi en attaque, je trouve qu'il fait tout, je le trouve méga polyvalent, et je pensais pas comme ça qu'il pourrait s'afficher en franchise players, mais en franchise player, en go-to guy, c'est peut-être mieux, même dans une équipe de fond de tableau. Alors c'est vrai que le bilan des Spurs peut le pénaliser, mais individuellement, définitivement, même s'il passera peut-être pas le cut, je trouve qu'il a le level All-Star. Arrière suivant pour la conférence Ouest, Chris Paul, bon j'ai déjà parlé du bilan des Suns, 40 victoires pour 9 défaites. Lui, il tourne à 14,7 points, 4,5 rebonds, mais surtout 10,2 passes décisives. Et donc, si on disait que parler de Booker dans cette sélection, c'était un peu no-brainer, parler de Chris Paul, ça l'est au moins tout autant, voire même plus, en fait. C'est lui, l'an dernier, qui a transformé Phoenix en véritable contender, et cette année, en tant que leader, il continue de faire son taf monstrueux. C'est clairement le chef d'orchestre de la meilleure équipe de la ligue, tout le jeu des Suns passe par lui, et lui, c'est un génie pour ce qui est d'impliquer ses coéquipiers. Son surnom Point God, il ne le doit pas au hasard. Il trouve ses gars dans les bons spots, dans les bons timings, il arrive même à les sublimer, il réussit à tirer le meilleur, la quintessence de chacun d'eux, c'est le meilleur passeur de la ligue, rien que ça doit compter énormément, et il donne l'exemple à 36 ans, en se battant tous les soirs comme un mort de faim. Forcément, à Phoenix, tout le monde a envie de le suivre, tout ce qu'il fait sur le terrain, c'est super intelligent, c'est rempli de QI basket, il commet peu de déchets, il shoot bien, il connaît ses spots, là où il est efficace, notamment à mi-distance, il perd très peu de ballons pour le volume qu'il a, et jamais, en fait, ce surnom de Point God, je répète, mais jamais il l'a aussi bien porté. Son impact est dingue, alors ok, il marque moins de 15 points par match, mais c'est pas grave, parce que c'est les autres qui scorent grâce à lui, donc en fait, tous les points qu'il crée par ses passes décisives, ça compense ce manque de scoring. J'ai pas peur de dire qu'il est le joueur le plus important des Suns cette saison, au vu de son impact collectif et individuel, de toute façon, je me dis même qu'il aurait pu être titulaire, donc bien sûr que j'allais parler de Chris Paul parmi les potentiels remplaçants au All-Star Game aujourd'hui. Dernier candidat pour aujourd'hui, parmi les guards, Shai Gilgeous-Alexander, qui joue au OKC, qui présente un bilan de
14 victoires pour 34 défaites, c'est moche, j'avoue. Mais ce qui est un peu moins moche, c'est les stats individuelles de Shai, qui tourne à quasiment 23 points, 5 rebonds et 5,5 passes. Donc ouais, j'en parle surtout parce que je veux lui rendre hommage, parce que là, il s'est récemment blessé à la cheville, et ça devrait probablement le priver du All-Star Game. En tout cas, Vosges, là, l'a annoncé, il sera absent jusqu'au All-Star Break, et donc à mon avis, il jouera pas, on peut déjà faire une croix dessus. Donc par contre, ouais, il faut le dire, le Thunder est dans les bas-fonds des classements, c'est plus facile, c'est sûr, de briller et d'avoir des responsabilités dans des équipes qui perdent, mais quand même, SGA, ça reste un sacré joueur, je pense que ça va être chaud pour lui, et encore plus au vu de sa blessure, mais un tel talent, je voulais au moins en parler, et c'est potentiellement possible de lui donner des voix, un peu comme j'avais dit pour Damian Lillard, pour imaginer une sélection honorifique, dans laquelle il serait remplacé après par un joueur en bonne santé. Voici les frontcourts de l'Ouest pour enchaîner. Donc là, je vais vous parler de DeAndre Ayton, de Paul George, de Rudy Gobert, de Draymond Green, de Brandon Ingram, de Jaren Jackson Jr., de Kristaps Porzingis et de Karl Anthony Towns. Donc au minimum, il faudra en choisir 3 et ça pourra aller jusqu'à 5 avec les wildcards. De toute façon, maintenant, vous avez compris un petit peu le concept et les comptes et les règlements de la NBA. Le premier dont on parle parmi les frontcourts, c'est DeAndre Ayton des Suns. Donc je rappelle le bilan des Suns parce que ça fait jamais de mal. 40 victoires pour 9 défaites. Et un Ayton qui tourne à 17 points, quasi 11 rebonds et 1,5 passes. Bon, vous avez compris, ça me dérange pas du tout de récompenser des joueurs des Suns aujourd'hui. Et oui, meilleur bilan de la ligue, ça se récompense. Et si on parle énormément de Chris Paul et de Devin Booker, voire même de Michael Bridges pour son impact en défense, je trouve que DeAndre Ayton, il est un petit peu tombé dans l'oubli cette saison. Pourtant, le pivot, il tourne à un gros double-double de moyenne, il est l'encre de l'équipe dans la raquette, que ce soit en attaque ou en défense. Pour moi, il est clairement le 3e meilleur joueur de cette team. Cette saison, il a commencé à bien améliorer ses chiffres, notamment en attaque, en tout cas son impact, et ce qui me plaît, c'est qu'il a l'air moins soft, je trouve, il va plus au contact, en plus il a développé un petit baby hook, j'allais dire un sky hook, mais on en est loin, donc on va dire un baby hook que je trouve efficace. Si on mixe ça à sa défense, son sens du rebond et son jeu en pick and roll avec Chris Paul ou Devin Booker, on a un pivot qui est vraiment solide dans une équipe qui n'arrête pas de win. Alors après, c'est sûr, il a manqué beaucoup de matchs cette saison, et là ça fait 15 jours qu'on l'a pas vu à cause d'une blessure à la cheville. Mais peu importe, apparemment il est proche d'un retour, je pense qu'il pourrait être en bonne santé pour le All-Star Game au vu des dernières news, et donc son niveau me paraissait important à créditer, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le débat aujourd'hui parmi les frontcourts. La suite vient avec Paul George des Clippers, 26 victoires, 26 défaites, et lui, il tourne à 25 points, 7 rebonds et 5 passes et demi. Encore un joueur blessé, encore un joueur qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un peu plus d'un mois déjà à cause d'une blessure au coude, ça fait un bail mine de rien, et a priori ça semble pas prêt de s'arranger. Mais bon, même s'il n'y a rien encore d'officiel, une présence au All-Star Game paraît compromise, et ça aide pas pour choper des voix. Mais il fallait quand même parler de lui, toujours dans l'idée de parler de sélection honorifique pour le palmarès, comme je disais tout à l'heure, parce que ouais, peut-être qu'il peut en avoir une, avant d'être potentiellement remplacé par des joueurs qui, eux, seront en bonne santé. Je le répète à chaque fois, mais c'est important de préciser pourquoi je parle de lui. Parce que ouais, avant sa blessure, PG, il jouait quand même un niveau de MVP, ou pas loin, il cochait toutes les cases, dans toutes les colonnes statistiques, et il portait clairement les Clippers, même sans Kawhi Leonard. Sans sa blessure, je pense qu'il aurait peut-être même eu de sérieuses chances d'être starter. Maintenant, il commence à avoir manqué beaucoup de matchs, mais en tout cas, on y réfléchissait, peut-être à la place de Wiggins, par exemple, mais bon, là, dans l'état actuel des choses, j'avoue que c'était chaud. Donc maintenant, est-ce que son énorme début de saison peut suffire pour une place de remplaçant, même pour l'honneur? Parce qu'un retour à temps, j'y crois pas vraiment pour Paul George, vu les dernières news, ça va être à vous de voir, quoi. Prochain candidat, un Français, Rudy Gobert du Jazz, 30 victoires, 21 défaites et des moyennes de 16 points, 15,1 rebonds et une passe. Donc voilà, lui c'est la seule erreur de ma vidéo que j'ai faite sur les starters, j'avais dit qu'il méritait d'être titulaire, et finalement la foule a choisi Wiggins. Donc ouais, je dis que c'est la foule, parce que les médias et les joueurs, ils avaient mis Gobert bien plus haut, mais les votes des fans et le soutien des fans de K-pop a fait la différence concernant Andrew Wiggins. Donc bon, maintenant c'est fait, peu importe, faut faire avec. Ici on parle des remplaçants, Gobert a pas été titulaire, donc il faut en parler parmi les remplaçants. Donc c'est vrai que j'entends souvent qu'il a pas sa place pour un All-Star Game, parce qu'offensivement il a pas le niveau, pourtant il faut se rendre compte que mine de rien il score autant qu'un DeAndre Ayton, mais surtout en fait je trouve qu'il apporte beaucoup plus dans les secteurs offensifs, et ça je le dirai à chaque fois, en attaque il n'y a pas que les points. Gobert bien sûr, déjà c'est le meilleur rebondeur de la ligue, c'est probablement le meilleur défenseur actuellement, maintenant que Green est blessé, sûrement le favori pour le Depoy, c'est aussi le meilleur poseur de screen assist, le meilleur
poseur d'écran, celui qui dunk le plus, c'est aussi l'un des joueurs avec les meilleurs pourcentages, donc ouais, je le répète, c'est pas un scoreur d'élite, et c'est certain qu'il peut manquer un peu de skills pour mettre le ballon dans le panier, mais dans tous les autres domaines quasiment, oui, c'est un joueur élite. C'est peut-être le gars le plus important du Jazz cette saison, sûrement encore plus de Donovan Mitchell. Le Jazz s'affiche à la 4e place de l'Ouest. Alors évidemment, s'il était sérieusement dans la discussion pour être starter, il est aussi sérieusement dans la discussion pour être remplaçant. Espérons que lui aussi juste soit remis de son souci au mollet. Apparemment, c'était pas censé être grave, et là il est toujours pas revenu, même si à mon avis, en tout cas dans ce que j'entends, il y a du mieux, parce que chez les frontcourts de l'Ouest, c'est clairement l'hécatombe, et encore plus avec l'incertitude qui règne autour de LeBron James. Maintenant, voilà. On va oublier sa blessure pour les votes et vous allez me dire si selon vous, Rudy Gobert va être All-Star, au moins pour l'honneur dans le pire des cas. Draymond Green maintenant, chez des Warriors qui sont à 37 victoires, 13 défaites, et lui il tourne en gros, si je fais ça rapidement, c'est 8 points, 8 rebonds, 8 passes. Bon, un petit peu moins, mais c'est quasiment ça. Bon, maintenant c'est encore un gars qui est blessé, au dos en plus, donc c'est inquiétant. Encore un gars qui est plus qu'incertain pour le All-Star Game, qui est même déjà à 99,9% considéré comme out là au moment du live. Mais bon, comme pour Lillard, comme pour Paul George et comme tous les autres, je suis obligé de parler de Draymond Green, pour des raisons honorifiques. Donc c'est sûr que là, déjà, les Warriors ont deux gars sélectionnés, avec Curry et Wiggins qui sont dans le 5, qui sont déjà fort représentés, mais même si leur début de saison fut énorme, il faut obligatoirement créditer Draymond Green. Le mec, il agit en tant que leader, c'est l'âme de cette équipe, il se bat, il fait toutes les petites choses, et son impact dans cette équipe est complètement dingue. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la blessure de Draymond Green, les Warriors galèrent beaucoup plus, et ça, c'est pas une coïncidence. Dans le playmaking, avec ses 7 passes par match, quasiment 8, il est le gars qui trouve le mieux Stephen Curry. Si le chef arrive autant à se démarquer et à assurer dans le jeu of the ball, c'est que sa relation avec Draymond Green, elle atteint des sommets, depuis des années qu'ils jouent ensemble, et si Curry peine à trouver de bons shoots depuis son absence, si son adresse elle est vraiment en baisse, ça non plus c'est pas une coïncidence. En parallèle, pour moi, Green était sûrement le favori pour le Depoy avant sa blessure, c'était le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue, donc tout ça a du poids, donc voilà, peu de chance, je répète, qu'il soit de retour à temps, mais je pense que on peut au moins lui rendre hommage pour que ce soit dans le palmarès, si vous pensez qu'il mérite sa sélection au vu de la concurrence. Donc faut voir, il doit être réévalué dans quelques jours. On sait jamais, il peut y avoir un miracle, mais les nouvelles ne sont pas vraiment positives pour sa blessure au dos. Donc à mon avis, on ne verra pas Green au All-Star Game. Ça peut juste être une étoile dans le palmarès. Next one pour les frontcourts de l'Ouest, Brandon Ingram qui joue aux Pelicans, qui ont un bilan de 18 victoires pour 31 défaites, et lui qui tourne à 22 points, 6 rebonds et 5 passes. Alors vous le savez, si vous suivez les vidéos et les lives depuis longtemps, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Il a déjà été All-Star il y a 2 ans, c'est vrai qu'il a eu du mal à confirmer l'an dernier, puis Zion lui a volé la vedette aussi un peu, on peut le comprendre. Pourtant cette année, je trouve qu'on parle pas assez de lui. Ok, les Pelicans sont catastrophiques, ils ont le bec dans l'eau, mais celui qui les empêche de se noyer complètement, en fait, c'est Brandon Ingram. Il met des points, il prend des rebonds, il fait des passes, tout passe par lui dans les systèmes de Willie Green, surtout qu'avec ses grands bras, il défend pas trop mal en fait, donc ça fait beaucoup. Pour moi, malgré le bilan décevant des Pels, il y a une belle narrative en fait autour de Brandon Ingram. Après leur départ terriblement mauvais, là, c'était 3 victoires, 16 défaites, pendant lequel en plus Ingram a manqué 7 matchs, ça a pas aidé, d'ailleurs tous ces 7 matchs ont été perdus, l'ailier a décidé de les faire remonter, et aujourd'hui, même mine de rien, même s'il faudra lutter, même s'il faudra s'accrocher, même s'il faudra step up, une qualification pour le play-in, c'est toujours pas mort. Ça va être dur, mais c'est toujours pas mort. Donc là, c'est sûr, les Pels sont sur une mauvaise série en ce moment, ils ont perdu leurs 3 derniers matchs, mais cherchez pas plus loin, parce que Brandon Ingram était absent en raison d'une blessure à la cheville. Heureusement, son retour semble prévu pour bientôt, il peut donc aider les Pels à y croire encore au moins un petit peu, donc on peut les critiquer, hein, les Pelicans, pour plein de choses cette saison, mais perso, je tiens à le dire, je trouve Ingram irréprochable ou pas loin. Et quand l'on voit que Nola possède un bilan de 2 victoires seulement pour 11 défaites quand il est pas là, ça montre à quel point il est essentiel dans le collectif de Willie Green à mon sens. La suite avec Jaren Jackson Jr. des Grizzlies, 35 victoires, 17 défaites pour lui, et des stats de 16,5 points, 5,7 rebonds et 1,1 passe. Bon, pas beaucoup de passes, mais de toute façon, c'est pas son rôle principal. Donc alors, ouais, si les Cavs, c'est la sensation de la conférence Est, les Grizzlies, pour moi, c'est définitivement l'équipe sensation de la conférence Ouest. Du coup, je me dis que si Cleveland, on parle de mettre plusieurs joueurs dans leur équipe dans la discussion, pourquoi pas faire la même chose avec Memphis, qui aura déjà Ja Morant en tant que titulaire. Donc j'ai presque hésité même à parler de Dillon Brooks, mais je me suis dit qu'il avait manqué trop de matchs. J'ai pensé à Desmond Bane aussi, mais je me suis dit que c'était sûrement un poil tôt, surtout au vu de la concurrence qu'il y a sur les postes arrière. Et de toute façon, quoi qu'on pense de lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le deuxième meilleur joueur des Grizzlies derrière Ja Morant, c'est bien sûr Jaren Jackson Jr. Je trouve que malgré les stats et son adresse un peu inquiétante, en fait, il a fait tout plein de progrès cette saison, notamment en défense. Donc je sais pas s'il mérite déjà qu'on parle de lui dans les All Defensive Teams, mais je pense quand même qu'on ne parle pas assez de son impact de ce côté-là. Rien que le fait qu'il soit dans les top 3 NBA des meilleurs
contre heure, à mon avis, ça devrait se remarquer. Surtout qu'en plus de ça, c'est un bon voleur de ballon. Il a des bras tellement tentaculaires en même temps que ça aide. Puis c'est un mec physique, qui est athlétique aussi. Donc c'est normal qu'il gère en défense. Et c'est exactement ce qu'il faut à ces Grizzlies. La paire d'intérieur avec Steven Adams, je la trouve méga complémentaire. Et en attaque, même si je suis pas hyper fan, je dois le dire, de sa sélection de tir, de ses pourcentages, et que pour moi il passe trop de temps au périmètre, tout n'est pas à jeter, loin de là. Il marque quand même ses 16 points par match. Alors avoir un tel impact dans une team qui est en train de tout démolir semaine après semaine et qui est en train de grimper dans les classements de façon complètement impressionnante, je pense qu'il faut mettre ça en avant quand on parle des potentiels remplaçants All-Star dans la conférence Ouest. Le suivant, c'est Kristaps Porzingis des Mavs, qui a un bilan de 29 victoires pour 22 défaites, et qui lui tourne à 20 points, 8 rebonds de passe. Alors oui, je sais que KP, c'est pas le joueur le plus aimé du monde, je sais que les fans adorent le critiquer, l'accuser de tout plein de choses, remettent beaucoup son niveau en question pour excuser le manque de résultats collectifs de Doncic depuis 2-3 saisons. Sur la saison dernière, même si je trouvais qu'il y avait de l'abus, je pouvais un peu comprendre ce qui était dit sur Porzingis, parce qu'on avait un mec qui fuyait le contact, qui défendait pas trop, et qui faisait rien d'autre que du pick and pop, mais sur cette saison, je suis quand même bien moins d'accord avec les critiques, et heureusement quand même, si on est objectif, on en entend moins. Là, les Mavs, depuis quelques semaines, c'est quand même une des équipes les plus bouillantes de la ligue, et ce serait malhonnête de dire que tout n'est dû qu'à Luka Doncic. Comme je disais, son absence sur blessure a permis à d'autres mecs de step up, et KP en fait partie de ces gars-là. Il tourne à 20 points et 8 rebonds, rien que ça c'est déjà pas mal, mais ce qui me plaît c'est que justement, comparé à la saison dernière, il va davantage chercher le contact, en attaque comme en défense, il pose plus de contres, il va chercher davantage de fautes, donc il passe plus de temps sur la ligne des lancers, en plus de ça il a jamais été aussi adroit au lancer de sa carrière, il shoot moins à 3 points aussi, il attaque davantage poste bas, je veux plus entendre qu'il est complètement soft, même si c'est sûr que c'est pas celui qui va chercher le plus le contact, c'est plus quelqu'un qui le fuit. En fait, je trouve que son rôle sous Jason Kidd semble bien mieux lui convenir, le fait qu'il soit enfin en bonne santé, qu'il ait fait le training camp en bonne santé, ça doit bien l'aider aussi, donc peu à peu, je trouve que même si on n'y est pas encore à ce niveau, on retrouve le Porzingis de 2018 qui était All-Star avec les Knicks. Voir qu'il a tourné à plus de 22 points par match en l'absence de Luka, je trouve que c'est parlant, il a fait des pointes à plus de 30 points, avec des Mavs qui continuaient à gagner, moi ça m'a rassuré tout ça. Donc si Dallas pour l'instant est 5ème à l'Ouest, a beaucoup d'espoir, KP a sa part de responsabilité là-dedans. Espérons juste que la petite alerte qu'il a eue au genou là récemment n'annonce rien de grave, mais en tout cas, même s'il est pas titulaire, même s'il est pas remplaçant, ça on verra en fonction de vos votes, je pense que c'est nécessaire de parler de lui parmi les potentiels candidats pour le All-Star Game. Dernier joueur pour aujourd'hui, donc dernier frontcourt pour la conférence Ouest, Karl Anthony Towns, qui est chez les Wolves, qui ont un bilan de 50% avec 25 victoires, 25 défaites, et lui qui tourne à 24 points, 9,4 rebonds et quasiment 4 passes. Donc lui, il est définitivement back in the business, je trouve. Je parlais du vent de fraîcheur qu'a porté Anthony Edwards, de l'énergie et de l'âme qu'il a porté à ses Wolves, mais rien à dire quand même, le patron, le leader, ça reste Karl Anthony Towns. Déjà, il suffit de regarder ses stats, 24,9 rebonds, comme je disais, c'est fort. Dans une équipe qui lutte pour les playoffs, en plus, ça l'est encore davantage. À mon avis, les Wolves méritent au moins un All-Star, enfin, faudra voir en tout cas. Il y a au moins un ou deux joueurs qui ont le niveau de All-Star, faudra voir si ça passe le cut, et Towns s'affiche quand même comme un bon candidat, je trouve qu'il s'investit bien des deux côtés du terrain. Pendant longtemps j'étais critique sur sa défense, mais là ça va un peu mieux, c'est pas encore élite mais il fait le taf, le mec est super adroit, à 2 points comme à 3 points, avec des pourcentages très bon, j'allais dire élite, mais en fait ouais, c'est presque un peu, j'allais dire que c'était abusé de dire élite, mais on en est pas loin. Il joue de manière intelligente, je trouve, parce qu'il va vraiment chercher ses spots, il écarte le jeu quand il faut, il est aussi brillant au poste, et surtout, à mon avis, je trouve qu'il a gagné en maturité, et ça se voit sur le terrain et dans ses déclarations. Il arrive à être bon quand les Wolves ont besoin de lui, mais aussi à s'effacer en jouant pour les autres et en faisant le sale boulot quand ses coéquipiers prennent feu. Et ça, j'apprécie beaucoup chez Kat. Il fait des triples-doubles, comme dimanche soir là par exemple, j'aime beaucoup, tout semble mieux dosé, mieux réfléchi chez lui, donc tout ça c'est cool, et avec tout ça je me dis que penser à Towns pour un All-Star Game en tant que remplaçant cette saison, ça me paraît logique. Épilogue. Et voilà les équipes que vous avez choisies. Donc je suis pas forcément d'accord avec tout, mais ce sont vos équipes, donc je vais les commenter un petit peu. Les deux guards que vous avez choisis pour la conférence Est, c'est Zach LaVine et James Harden. Là-dessus, je vous rejoins à 100%. Les frontcourts, donc bon, j'ai mis Jimmy Butler, celui-là je l'ai imposé parce qu'à mon sens, c'est lui qui doit remplacer KD dans le 5 de départ. Et les trois suivants, les trois frontcourts, vous avez mis Jason Tatum, vous avez mis Jarrett Allen et vous avez mis Miles Bridges. Là-dessus, je peux vous rejoindre à peu près, je suis à peu près d'accord là-dessus.
Par contre, pour les wildcards, vous avez mis Darius Garland et Fred VanVleet. Et là, moi, j'aurais quand même trouvé une petite place à Jrue Holiday. Donc ça m'aurait embêté quand même de pas mettre de joueurs de Toronto. Donc je sais pas. Peut-être que j'aurais mis Siakam à la place de Bridges. Mais moi, il m'aurait fallu une place pour Jrue Holiday ou pour Chris Middleton. Ça m'embête quand même d'avoir qu'un seul joueur des Bucks en la personne de Giannis. Et là, il y a par exemple 2 joueurs des Cavs. Donc là-dessus, pour moi, il y a des désaccords. J'aurais mis du Jrue Holiday quelque part. Et peut-être que c'est Jarrett Allen que j'aurais enlevé vu qu'il y a Darius Garland en fait. Et j'aurais peut-être trouvé une place à Siakam. Mais encore une fois, c'est difficile. En fait, moi, si on pouvait sortir des postes, j'aurais presque enlevé Allen et j'aurais mis Jrue Holiday dans les wildcards en plus avec VanVleet et Garland. Donc très très compliqué. Moi, le seul truc qui m'embête, donc j'ai encore aucune certitude parce que c'est très difficile. Le seul truc qui m'embête parmi cette conférence Est, c'est qu'il y ait 2 joueurs des Cavs et qui est au final un seul joueur des Bucks avec Giannis Antetokounmpo et donc qui est ni Middleton ni Holiday. Donc peut-être qu'en fait j'aurais pas mis... Voilà, si je devais conclure, j'aurais peut-être pas mis Holiday, mais j'aurais peut-être enlevé Allen pour mettre Middleton. Comme ça on aurait gardé un joueur des Hornets, un joueur des Raptors, un joueur des Cavs et il y aurait eu 2 joueurs des Bucks. Donc c'est peut-être ce que j'aurais fait, j'aurais trouvé une place à Chris Middleton. Tant pis pour Holiday, mais ça me fait très très mal au cœur. Dans la conférence Ouest, les 2 guards que vous avez choisis en priorité, j'aurais choisi les mêmes, c'est-à-dire Devin Booker et Chris Paul. Les 3 fronts de course que vous avez choisis, j'aurais choisi les mêmes aussi, c'est-à-dire Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns et Draymond Green. Par contre, du coup, je vous ai mis Kristaps Porzingis parce que Draymond Green ne sera probablement pas remis pour le All-Star Game, et celui qui venait juste derrière Draymond Green, parmi les fronts de course, c'était Kristaps Porzingis. Donc pour vous, c'est lui qui remplacera Draymond Green. Moi, perso, j'aime beaucoup Kristaps Porzingis et j'aime beaucoup ce qu'il apporte, mais j'aurais plutôt donné une place à Jaren Jackson Jr. Voilà, donc là-dessus, ça aurait été notre premier désaccord. Parmi les wildcards, vous avez mis Luka Doncic et Dejounte Murray, et là c'est pareil. Dejounte Murray, mon cœur, ok, il aurait voté pour lui, ok, c'est un joueur que j'adore, mais là j'aurais quand même donné une place à Donovan Mitchell dans les wildcards, parce que je trouverais ça dommage qu'il soit pas présent. Donc ça aurait été ma deuxième wildcards. Mes 2 désaccords viennent là, ils concernent Porzingis et Dejounte Murray, que j'aurais remplacé par Jaren Jackson Jr. et par Donovan Mitchell. En tout cas, ce sont vos équipes, donc je n'ai rien à dire, ce sont vos choix, donc je les répète. À l'Est, les remplaçants pour vous, ça va être Lavin, James Harden, on parle pas de Butler parce qu'il sera titulaire a priori, Tatum, Jarrett Allen, Miles Bridges, Darius Garland et Fred VanVleet. Et à l'Ouest, vos remplaçants seront Devin Booker, Chris Paul, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns, Draymond Green qui sera potentiellement remplacé par Kristaps Porzingis, Luka Doncic et Dejounte Murray. Ce sont vos choix de remplaçants pour le All-Star Game. Voilà pour ce qui est de ce Crystal Ball, voilà pour ce qui est de nos remplaçants pour le All-Star Game. Alors est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes ok avec nos choix? Si ce n'est pas le cas, notez-moi votre plus gros désaccord dans les commentaires, ça m'intéresse à fond. Mais dites-vous que la prochaine fois, pour plébisciter vos joueurs préférés, faudra être présent sur Twitch. Du coup, pas de live lundi prochain parce que je ne suis pas là, donc pas de best-of mercredi, mais par contre, toujours des vidéos les samedis, parce que ouais, pour une fois, j'ai réussi à prendre de l'avance. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs coms pour le référencement. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés là dans la vidéo parce que c'est super important pour le watch time, pour être mis en avant. Et gros merci à tous ceux qui ont soutenu sur Tipeee, qui soutiennent sur Tipeee ou encore qui ont prévu de soutenir sur Tipeee. Et là en ce moment j'ai besoin de vous plus que jamais, donc je ne peux pas faire autrement que de vous remercier du fond du cœur. Vous êtes le sang. À très vite.